Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Le signe des 4. Chapitre 1. La déduction est une science. Sherlock Holmes prit la bouteille au coin de la cheminée, puis sortit la seringue hypodermique de son étui de cuir. Ses longs doigts pâles et nerveux préparèrent l'aiguille avant de relever la manche gauche de sa chemise. Un instant, son regard pensif s'arrêta sur le réseau veineux de l'avant-bras criblé d'innombrables traces de piqûres. Puis, il y enfonça l'aiguille avec précision, injecta le liquide et se cala dans le fauteuil de velours en poussant un long soupir de satisfaction. Depuis plusieurs mois, j'assistais à cette séance qui se renouvelait 3 fois par jour, mais je ne m'y habituais toujours pas. Au contraire, ce spectacle m'irritait chaque jour davantage. Et la nuit, ma conscience me reprochait de n'avoir pas eu le courage de protester. Combien de fois ne m'étais-je pas juré de délivrer mon âme et de dire ce que j'avais à dire ? Mais l'attitude nonchalante et réservée de mon compagnon faisait de lui le dernier homme avec lequel on eût pu se permettre une certaine indiscrétion. Je connaissais ses dons exceptionnels et ses qualités peu communes qui m'en imposaient. À le contrarier, je me serais senti timide et maladroit. Pourtant, cet après-midi-là, je ne pus me contenir. Était-ce la bouteille de Beaune que nous avions bu à déjeuner ? Était-ce sa manière provocante qui accentua mon exaspération ? En tout cas, il me fallut parler. « Aujourd'hui, lui demandai-je, morphine ou cocaïne ?» Ses yeux quittèrent languissamment le vieux livre imprimé en caractères gothiques qu'il tenait ouvert. « Cocaïne, dit-il, une solution à 7%. Vous plairait-il de l'essayer ? » « Non, certainement pas, répondis-je avec brusquerie. Je ne suis pas encore remis de la campagne d'Afghanistan. Je ne peux pas me permettre de dilapider mes forces. Ma véhémence le fit sourire. Peut-être avez-vous raison, Watson, dit-il. Peut-être cette drogue a-t-elle une influence néfaste sur mon corps. Mais je la trouve si stimulante pour la clarification de mon esprit que les effets secondaires me paraissent d'une importance négligeable. Mais considérez la chose dans son ensemble, m'écriai-je avec chaleur. Votre cerveau peut, en effet, connaître une acuité extraordinaire. Mais à quel prix ? C'est un processus pathologique et morbide qui provoque un renouvellement accéléré des tissus qui peut donc entraîner un affaiblissement permanent. Vous connaissez aussi la noire dépression qui s'ensuit. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Pourquoi risquer de perdre pour un simple plaisir passager les grands dons qui sont en vous ? Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'ami qui vous parle en ce moment, mais le médecin en partie responsable de votre santé. Il ne parut pas offensé. Au contraire, il rassembla les extrémités de ses 10 doigts et posa ses coudes sur les bras de son fauteuil comme quelqu'un s'apprêtant à savourer une conversation. « Mon esprit refuse la stagnation, » répondit-il. « Donnez-moi des problèmes, du travail. Donnez-moi le cryptogramme le plus abstrait ou l'analyse la plus complexe, et me voilà dans l'atmosphère qui me convient. Alors, je puis me passer de stimulants artificiels, mais je déteste trop la morne routine et l'existence. Il me faut une exaltation mentale. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai choisi cette singulière profession, ou plutôt pourquoi je l'ai créée, puisque je suis le seul au monde de mon espèce. »« Le seul détective privé ?» dis-je en levant les sourcils. « Le seul détective privé que l'on vienne consulter, précisa-t-il. En ce qui concerne la détection, la recherche, c'est moi la suprême cour d'appel. Lorsque Gregson ou Lestrade ou Athelney Jones donnent leur langue au chat, ce qui devient une habitude chez eux, soit dit en passant, c'est moi qu'ils viennent trouver. J'examine les données en tant qu'expert et j'exprime l'opinion d'un spécialiste. En pareil cas, je ne demande aucune reconnaissance officielle de mon rôle. Mon nom n'apparaît pas dans les journaux. Le travail en lui-même, le plaisir de trouver un champ de manœuvre pour mes dons personnels sont ma plus haute récompense. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de me voir à l'œuvre dans l'affaire de Jefferson Hope. En effet, et jamais rien ne m'a tant frappé, à tel point que j'en ai fait un petit livre, sous le titre quelque peu fantastique de « Une étude en rouge ». Il hocha tristement la tête. « Je l'ai parcouru, » dit-il. « Je ne peux honnêtement vous en féliciter. La déduction est, ou devrait être, une science exacte.
Elle devrait donc être constamment traitée avec froideur et sans émotion. Vous avez essayé de la teinter de romantisme, ce qui produit le même effet que si vous introduisiez une histoire d'amour ou un enlèvement dans la 5e proposition d'Euclide. « Mais l'élément romantique existait objectivement !» m'écriai-je. Je ne pouvais accommoder les faits à ma guise. En pareil cas, certains faits doivent être supprimés ou tout au moins rapportés avec un sens équitable des proportions. La seule chose qui méritait d'être mentionnée dans cette affaire était le curieux raisonnement analytique remontant des effets aux causes, grâce à quoi je suis parvenu à la démêler. J'étais agacé, irrité par cette critique. N'avais-je pas travaillé spécialement pour lui plaire ? Son orgueil semblait regretter que chaque ligne de mon petit livre n'eût pas été consacrée uniquement à ses faits et gestes. Plus qu'une fois durant les années passées avec lui à Baker Street, j'avais observé qu'une légère vanité perçait sous l'attitude tranquille et didactique de mon compagnon. Je ne répliquai rien et m'occupais de ma jambe blessée. Une balle Gesell l'avait traversée quelque temps auparavant, et bien que je ne fusse pas empêché de marcher, je souffrais à chaque changement du temps. Ma clientèle s'est récemment étendue au pays du continent, reprit Holmes en bourrant sa vieille pipe de bruyère. La semaine dernière, François Levillard est venu me consulter. C'est un homme d'une certaine notoriété dans la police judiciaire française. Il possède la fine intuition du Celte, mais il lui manque les connaissances étendues qui lui permettraient d'atteindre les sommets de son art. L'affaire concernait un testament et soulevait quelques points intéressants. J'ai pu le renvoyer à 2 cas similaires, l'un à Riga en 1857, l'autre à Saint-Louis en 1871. Cela lui a permis de trouver la solution exacte. Voici la lettre reçue ce matin me remerciant pour l'aide apportée. Il me tendait, en parlant, une feuille froissée d'aspect étrange. Je la parcourus. Il s'y trouvait une profusion de superlatifs, de magnifiques, de coups de maître, de tours de force qui attestaient l'ardente admiration du Français. « Il écrit comme un élève à son maître, dis-je. »« Oh, l'aide que je lui ai apportée ne méritait pas un tel éloge, » dit Sherlock Holmes d'un ton badin. « Il est lui-même très doué, il possède 2 des 3 qualités nécessaires au parfait détective. Le pouvoir d'observer et celui de déduire. Il ne lui manque que le savoir, et cela peut venir avec le temps. Il est en train de traduire en français mes minces essais. »« Vos essais ? Oh, vous ne saviez pas !» s'écria-t-il en riant. « Oui, je suis coupable d'avoir écrit plusieurs traités, tous sur des questions techniques d'ailleurs. Celui-ci, par exemple, sur la discrimination entre les différents tabacs. 140 variétés de cigares, cigarettes et tabac y sont énumérés. Des reproductions en couleur illustrent les différents aspects des cendres. C'est une question qui revient continuellement dans les procès criminels. Des cendres peuvent constituer un indice d'une importance capitale. Si vous pouvez dire par exemple que tel meurtre a été commis par un homme fumant un cigare de l'Inde, cela restreint évidemment votre champ de recherche. Pour l'œil exercé, la différence est aussi vaste entre la cendre noire d'un trichinopoly et le blanc duvet du tabac Bird's Eye qu'entre un chou et une pomme de terre. Vous êtes en effet remarquablement doué pour les petits détails. J'apprécie leur importance. Tenez, voici mon essai sur la détection des traces de pas, avec quelques remarques concernant l'utilisation du plâtre de Paris pour préserver les empreintes. Un curieux petit ouvrage celui-là aussi. Il traite de l'influence des métiers sur la forme des mains, avec gravure à l'appui, représentant des mains de couvreurs, de marins, de bûcherons, de typographes, de tisserands et de tailleurs de diamants. C'est d'un grand intérêt pratique pour le détective scientifique, surtout pour découvrir les antécédents d'un criminel et dans les cas de corps non identifiés. Mais je vous ennuie avec mes balivernes. Point du tout, répondis-je sincèrement. Cela m'intéresse beaucoup, surtout depuis que j'ai eu l'occasion de vous voir mettre vos balivernes en application. Mais vous parliez, il y a un instant, d'observation et de déduction. Il me semble que l'un implique forcément l'autre, au moins en partie. Bah, à peine, dit-il en s'adossant confortablement dans son fauteuil, tandis que de sa pipe s'élevaient d'épaisses volutes bleues. Ainsi, l'observation m'indique que vous vous êtes rendu à la poste de Wingmore Street ce matin. Mais c'est par déduction que je sais que vous avez envoyé un télégramme.
Exact, m'écriai-je. Correct sur les 2 points. Mais j'avoue ne pas savoir comment vous y êtes parvenu. Je me suis décidé soudainement et j'en ai parlé à quiconque. C'est la simplicité même, remarqua-t-il en riant doucement de ma surprise, si absurdement simple qu'une explication paraît superflue. Pourtant, cet exemple peut servir à définir les limites de l'observation et de la déduction. Ainsi, j'observe des traces de boue rougeâtre à vos chaussures. Or, juste en face de la poste de Wigmore Street, la chaussée vient d'être défaite. De la terre s'y trouve répandue de telle sorte qu'il est difficile de ne pas marcher dedans pour entrer dans le bureau. Enfin, cette terre est de cette singulière teinte rougeâtre qui, autant que je sache, ne se trouve nulle part ailleurs dans le voisinage. Tout ceci est observation. Le reste est déduction. Comment alors avez-vous déduit le télégramme? Voyons, je savais pertinemment que vous n'aviez pas écrit de lettre puisque toute la matinée je suis resté assis en face de vous. Je puis voir également sur votre bureau un lot de timbres et un épais paquet de cartes postales. Pourquoi seriez-vous donc allé à la poste, sinon pour envoyer un télégramme? Éliminez tous les autres mobiles, celui qui reste doit être le bon. C'est le cas cette fois-ci, répondis-je après un moment de réflexion. La chose est, comme vous dites, extrêmement simple. Me prendriez-vous cependant pour un impertinent si je vous soumettais vos théories à un examen plus sévère? Au contraire, répondit-il, cela m'empêchera de prendre une 2e dose de cocaïne. Je serais enchanté de me pencher sur un problème que vous me soumettriez. Je vous ai entendu dire qu'il est difficile de se servir quotidiennement d'un objet sans que la personnalité de son possesseur y laisse des indices qu'un observateur exercé puisse lire. Or, j'ai acquis depuis peu une montre de poche. Auriez-vous la bonté de me donner votre opinion quant aux habitudes ou à la personnalité de son ancien propriétaire? Je lui tendis la montre non sans malice. L'examen, je le savais, allait se révéler impossible, et le caquet de mon compagnon s'en trouverait rabattu. Il soupesa l'objet, scruta attentivement le cadran, ouvrit le boîtier et examina le mouvement d'abord à l'œil nu, puis avec une loupe. J'eus du mal à retenir mon sourire devant son visage déconfit lorsqu'il referma la montre et me la rendit. « Il n'y a que peu d'indices, remarqua-t-il. La montre ayant été récemment nettoyée, je suis privé des traces les plus évocatrices. »« C'est exact, répondis-je. Elle a été nettoyée avant de m'être remise. » En moi-même, j'accusais mon compagnon de présenter une excuse boiteuse pour couvrir sa défaite. Quels indices pensait-il tirer d'une montre non nettoyée? Bien que peu satisfaisante, mon enquête n'a pas été entièrement négative, observa-t-il en fixant le plafond d'un regard terne et lointain. Si je ne me trompe, cette montre appartenait à votre frère aîné qui l'hérita de votre père. Ce sont sans doute les initiales HW gravées au dos du boîtier qui vous suggèrent cette explication. Parfaitement. Le W indique votre nom de famille. La montre date de près de 50 ans. Les initiales sont aussi vieilles que la montre qui fut donc fabriquée pour la génération précédente. Les bijoux sont généralement donnés au fils aîné, lequel porte généralement le nom de son père. Or, votre père, si je me souviens bien, est décédé depuis plusieurs années. Il s'ensuit que la montre était entre les mains de votre frère aîné. Jusqu'ici, c'est vrai, dis-je. Avez-vous trouvé autre chose? C'était un homme négligent et désordonné. Oui, fort négligent. Il avait de bons atouts au départ, mais il les gaspilla. Il vécut dans une pauvreté coupée de courtes périodes de prospérité, et il est mort après s'être adonné à la boisson. Voilà tout ce que j'ai pu trouver. L'amertume déborda de mon cœur. Je bondis de mon fauteuil et arpentai furieusement la pièce malgré ma jambe blessée. « C'est indigne de vous, Holmes !» m'écriai-je. « Je ne vous aurais jamais cru capable d'une telle bassesse. Vous vous êtes renseigné sur la vie de mon malheureux frère, et vous essayez de me faire croire que vous avez déduit ces renseignements par je ne sais quel moyen de fantaisie. Ne vous attendez pas à ce que je croie que vous avez lu tout ceci dans une vieille montre. C'est un procédé peu charitable qui, pour tout dire, frôle le charlatanisme. » Mon cher docteur, je vous prie d'accepter mes excuses, dit-il gentiment. Voyant l'affaire comme un problème abstrait, j'ai oublié combien cela vous touchait de près et pouvait vous être pénible. Je vous assure, Watson, que j'ignorais tout de votre frère et jusqu'à son existence avant d'examiner cette montre.
Alors comment, au nom du ciel, ces choses-là vous furent-elles révélées? Tout est vrai jusqu'au plus petit détail. Ah, c'est de la chance. Je ne pouvais dire que ce qui me paraissait le plus probable. Je ne m'attendais pas à être si exact. Ce n'était pas simplement un exercice de devinette? Non, non, jamais je ne devine. C'est une habitude détestable qui détruit la faculté de raisonner. Ce qui vous semble étrange l'est seulement parce que vous ne suivez pas mon raisonnement et n'observez pas les petits faits desquels on peut tirer de grandes déductions. Par exemple, j'ai commencé par dire que votre frère était négligent. Observez donc la partie inférieure du boîtier et vous remarquerez qu'il est non seulement légèrement cabossé en 2 endroits, mais également couvert d'éraflures. Celles-ci ont été faites par d'autres objets, des clés ou des pièces de monnaie qu'il mettait dans la même poche. Ce n'est sûrement pas un tour de force que de déduire la négligence chez un homme qui traite d'une manière aussi cavalière une montre de 50 guinées. Ce n'est pas non plus un raisonnement génial qui me fait dire qu'un héritage comportant un objet d'une telle valeur a dû être substantiel. Je hochai la tête pour montrer que je le suivais. D'autre part, les prêteurs sur gage ont l'habitude en Angleterre de graver sur la montre, avec la pointe d'une épingle, le numéro du reçu délivré lors de la mise en gage de l'objet. C'est plus pratique qu'une étiquette qui risque d'être perdue ou transportée sur un autre article. Or, il n'y a pas moins de 4 numéros de cette sorte à l'intérieur du boîtier. Ma loupe les montre distinctement, d'où une première déduction. Votre frère était souvent dans la gêne. Deuxième déduction, il connaissait des périodes de prospérité faute desquelles il n'aurait pu retirer sa montre. Enfin, je vous demande de regarder dans le couvercle intérieur l'orifice où s'introduit la clé du remontoir. Un homme sobre ne l'aurait pas rayé ainsi. En revanche, toutes les montres des alcooliques portent les marques de mains pas trop sûres d'elles-mêmes pour remonter le mécanisme. Que reste-t-il donc de mystérieux dans mes explications? Tout est clair comme le jour, répondis-je. Je regrette d'avoir été injuste à votre égard. J'aurais dû témoigner d'une plus grande foi en vos capacités. Puis-je vous demander si vous avez une affaire sur le chantier en ce moment? Non, d'où la cocaïne. Je ne puis vivre sans faire travailler mon cerveau. Y a-t-il une autre activité valable dans la vie? Approchez-vous de la fenêtre ici. Le monde a-t-il jamais été aussi lugubre, médiocre et ennuyeux? Regardez ce brouillard jaunâtre qui s'étale le long de la rue et qui s'écrase inutilement contre ces mornes maisons. Quoi de plus cafardeux et de plus prosaïque? Dites-moi donc, docteur, à quoi peuvent servir des facultés qui restent sans utilisation? Le crime est banal, la vie est banale, et seules les qualités banales trouvent à s'exercer ici-bas. J'ouvris la bouche pour répondre à cette tirade lorsqu'on frappa à la porte. Notre logeuse entra, apporta une carte sur le plateau de cuivre. « C'est une jeune femme qui désire vous voir, » dit-elle à mon compagnon. « Mademoiselle Marie Morstan, lut-il. Je n'ai aucun souvenir de ce nom. Voulez-vous introduire cette personne, Madame Hudson? Ne partez pas, docteur. Je préférerais que vous assistiez à l'entrevue. »